L'année dernière, j'ai lu un article dans le journal. Le titre, c'était « Arrêtez d'offrir des tasses à la maîtresse ». Est-ce que c'est vrai que ça vous saoule de recevoir des tasses en guise de cadeau de fin d'année? Moi, je me suis sentie mal parce que je venais justement d'offrir une tasse à la maîtresse de CE1. D'un coup, je l'ai imaginé ouvrir son armoire et se retrouver devant une armada de tasses « J'aime ma maîtresse » et j'ai imaginé la pression psychologique que ça pouvait représenter. Du coup, j'ai arrêté d'offrir des tasses. Cette année, avec l'assaut des parents d'élèves, on a innové et on a offert un soin purifiant à la maîtresse. Son collègue a dit « Bah dis donc, il va y avoir du boulot, hein ». Sur la carte destinée au directeur de l'école, ma petite fille m'a demandé d'écrire, avec la sobriété qui caractérise les enfants de 4 ans, « Monsieur le directeur, je vous adore de tout mon cœur ». Alors moi, j'étais un petit peu gênée parce qu'en plus, c'était mon écriture. J'ai peur qu'il y ait un malentendu. En même temps, je la comprenais bien. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais aussi de grands élans d'affection pour mes maîtres et maîtresses. En fait, j'ai des empreintes émotionnelles hyper fortes liées à ma scolarité. Je me souviens de la honte quand j'étais au coin, les mains sur la tête, parce que j'avais piqué les dernières miettes de gâteau du gâteau d'anniversaire de Sébastien. Mon désarroi face à ces lignes de M et de N, je ne savais jamais combien de pires il y avait pour chaque lettre. Ma fierté aussi, quand ma maîtresse a lu ma rédaction devant toute la classe. Chaque rentrée de classe était vécue avec beaucoup d'intensité. Ça voulait dire rencontrer un nouveau maître, une nouvelle maîtresse, et est-ce que j'allais l'aimer? Question sous-jacente, est-ce que il ou elle allait m'aimer moi? Oui, moi, je me souviens être rentrée un soir catastrophée parce que je n'aimais pas ma nouvelle enseignante. Elle avait l'air sévère et puis elle se faisait un gros trait de crayon noir à la place des sourcils, c'était bizarre. Et je savais bien que si je ne parvenais pas à l'adorer de tout mon cœur, l'école perdrait son goût. Moi, je me souviens très bien de Monsieur Doublé. Monsieur Doublé, on l'adorait, ma mère et moi, on en parlait souvent à la maison. Par contre, il y avait un truc qu'il ne supportait pas, c'était qu'un élève bavarde pendant qu'il était en train d'écrire au tableau. Dans ces cas-là, il balançait au-dessus de son épaule des craies sur la tête de celui qui bavardait. Je me souviens que mon voisin Luc Choupin s'est pris une craie en pleine figure comme ça. Moi, je me souviens d'un professeur en 6e de français avec qui j'échangeais des bandes dessinées. C'était devenu un vrai trafic au bout d'un moment. Et moi, j'étais très fière de pouvoir lui apporter des choses en retour de ce qu'il m'apportait en cours. Ouais, on a tous des souvenirs qui tiennent chaud, d'autres moins. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand j'étais petite fille, jamais je me suis posé la question de ma place. À l'école, j'avais ma place, ça allait de soi. Un peu comme maintenant. J'ai ma place. Louise, tu fais quoi là? Je cherche ma place. Okay. Ben voilà. Je vous présente Louise. Lorsque j'ai commencé les entretiens pour écrire ce texte sur l'éducation inclusive, une parole m'a beaucoup marquée. La principale adjointe d'un collège m'a dit que ce qui comptait le plus pour elle, c'est que chaque enfant se sente à sa place. Elle a même dit que chaque enfant sache qu'il existe. Est-ce que certains enfants ne savent pas qu'ils existent? Je m'appelle Amandine. Je suis autrice et comédienne. J'anime régulièrement des ateliers d'écriture. Et quand je demande aux participants d'écrire un texte pour rendre hommage à quelqu'un, il y a toujours un ou une enseignante qui est évoquée. Quelqu'un qui a permis de bifurquer, voir la lumière, quelqu'un qui a cru en eux en premier. Pour ce travail, j'ai passé beaucoup de temps dans des classes de SECPA. Et plusieurs fois, j'ai vu des jeunes personnes venir dire bonjour à la sortie des classes. D'anciens élèves. J'ai entendu les exclamations des profs face à la gamine ou au gamin qui en est plus un, qui a poussé si vite.
Attends, c'est dingue. Tu me dépasses maintenant? Ces jeunes qui se taillent un destin du mieux qu'ils peuvent, qui racontent le stage en apprentissage, le déménagement, le nouveau job, qui prennent leur envol, mais qui reviennent à leur début pour partager leur nouveau pas dans l'existence, qui cherchent peut-être encore dans les yeux des enseignants de quoi se rassurer, prendre du courage. Qui donne du courage à qui, d'ailleurs? Une enseignante me dira à quel point ces retrouvailles lui donnent de l'énergie et lui rappellent le sens de son métier. C'est une des premières choses qu'elle me partagera. Elle n'a pas fait ce métier pour les enfants comme moi ou comme vous, peut-être, ceux et celles qui avaient leur place d'emblée. C'est pas ces enfants-là qui ont besoin d'elle. Ces enfants-là se débrouilleront toujours. Elle est là pour les autres. Ceux et celles qui doutent peut-être d'avoir leur place, qui trimballent des difficultés, des échecs, et qu'elle espère bien revoir dans quelques années brandir fièrement leur existence. Et si l'enseignant ne voit pas d'horizon, comment l'élève pourrait-il l'imaginer ? Cet été, j'ai croisé un jeune enseignant. Et quand je lui ai dit que je travaillais sur le thème de l'éducation inclusive, il a haussé les épaules, l'air de dire « ça m'étonne pas, c'est le sujet à la mode ». Il n'avait pas l'air particulièrement inspiré, et pourtant je suis sûre que c'est quelqu'un qui prenait à cœur son travail. Alors, je crois qu'il ne l'avait jamais testé, mais on le sentait d'avance lassé d'en entendre parler. Je me suis demandé, est-ce que c'est ça, l'éducation inclusive ? Un truc dont on vous rebat les oreilles, mais auquel vous n'êtes pas bien préparé ? Peut-être vécu comme une demande impossible de plus ? Une contrainte de plus ? Il y a des sujets comme ça, on ne sait plus par quel bout les prendre. D'ailleurs, c'est souvent dans ce moment-là qu'on fait appel aux artistes. Bonjour Amandine, je suis Florence Champeau, je travaille à l'INSP de Lille. En fait, on réfléchit à l'Institut à la façon de transmettre différemment, faire vivre différemment les résultats de travaux de recherche. Et là, récemment, on avait très envie de pouvoir créer une forme de spectacle vivant qui aborde des résultats de recherche sur l'éducation inclusive. On a pensé à vous pour faire ce pas de côté, en tout cas cette expérimentation. Et je voulais savoir si vous y étiez intéressé et si ça vous semblait possible, faisable. Vous pouvez me rappeler, je vous remercie beaucoup et vous dis à bientôt. Oui, pourquoi pas. Moi, je trouve ça chouette. En même temps, c'est pas forcément hyper évident pour nous de débarquer et de vous dire ce que vous avez à faire.
Faut un petit peu y réfléchir parce que c'est quand même pas si simple. Bonjour Amandine, c'est toujours Florence Champeau de l'INSP de Lille. Je reviens vers vous pour savoir si vous aviez pu considérer notre proposition. À très bientôt. Ouais, enfin, il faut quand même que je... Et en plus, t'es même pas prof. Mais c'est vrai, ça, je suis même pas prof. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Surtout que le débat semble déjà clos. En effet, à chaque fois que j'ai évoqué le sujet de l'éducation inclusive, avec des personnes enseignantes ou pas, on m'a fait cette réponse. Le problème, c'est les moyens. Alors, tout le monde semble d'accord avec l'idée de scolariser les enfants en situation de handicap, et bien sûr qu'il faut le faire, et bien sûr que c'est important, mais... Il n'y a pas de moyens. Alors, c'est vrai que c'est peut-être une partie du problème. Les AESH manquent de formation, de reconnaissance, et on peut difficilement attendre d'une enseignante qui accueille 29 enfants dans sa classe de maternelle d'accueillir avec un enthousiasme débordant un enfant à besoin particulier. C'est vrai que les moyens semblent manquer. Il n'y a pas de moyens. Alors, l'avantage de cette réponse, c'est qu'elle cache le reste. La thune cache la forêt. C'est confortable. Une fois qu'on a dit ça, la question est réglée. Elle permet de pas nous regarder de trop près, de ne pas nous poser trop de questions. Ce serait bien s'il y avait de l'argent, mais comme il n'y en a pas. Merci d'être venu, en tout cas. Ça... je sais pas, ça me fait plaisir quand même, non? Oui, je sais pas. On se rappellera quand l'argent arrive. On se rappelle le ruissellement, ok? Moi, je pose un point final à la 3e page de mon texte. Ça me fera moins de boulot. Est-ce que vous connaissez l'inspecteur Colombo? Moi, j'adore. En fait, avec Louise, on n'est pas du tout de la même génération, mais toutes les deux, on s'est rendu compte qu'on kiffait l'inspecteur Colombo. Vous regardez aussi peut-être de temps en temps? Vous connaissez l'immuable scénario, un crime est commis. Et évidemment, Colombo arrive et mène l'enquête. Avec son air ahuri, son impair et tout, personne... Ouais, il y a personne qui lui accorde le moindre crédit, évidemment, quoi. Donc, du coup, les gens lui font avaler des mensonges, cherchent à le duper. Et en fait... Au moment de partir, il arrive vers la porte, avec son mégot... Et son vieil impair cradingue, là. Et puis, juste au moment de passer la porte, il dit un truc genre... excusez-moi, j'aurais encore... une toute dernière petite question à vous poser. Et là, il pose la question qui tue, et l'autre blêmit, et pour le téléspectateur... C'est le moment jouissif, là. Et là, le truc, il prend comme ça la pause, et il dit « Excusez-moi, j'aurais juste une toute petite question. » Et là... Ça, c'est la question qui tue. Alors, l'autre blêmit. Alors là, tu perds complètement ses moyens, voilà. Et du coup, c'est la fin des entourloupes, et c'est le moment, carrément jubilatoire pour le téléspectateur. Et attention, car c'est aussi le moment jubilatoire pour nous, car on a aussi une question qui tue pour vous. Quel est notre regard sur le handicap ?
quel est notre regard sur le handicap? Alors, je demande parce que les enquêtes ont montré, les enquêtes en psychologie, pas les enquêtes policières, que beaucoup d'obstacles implicites empêchaient la scolarisation d'un enfant en situation de handicap. Alors là, le terme implicite est important parce qu'évidemment, personne ne clame son manque d'ouverture d'esprit. Et aussi parce qu'on peut tenir un discours très ouvert et ne pas le traduire en acte, c'est-à-dire en choix pédagogique. Parce que il paraît difficile de s'opposer frontalement à ce qu'un enfant en situation de handicap vienne à l'école. On n'est plus au Moyen-Âge, les mœurs ont évolué et cet été, la France a même accueilli les Jeux paralympiques. Alors que demander de plus ? Cependant, sans vouloir brusquer qui que ce soit, il semblerait que peut-être, éventuellement, nous aurions sans doute parfois tendance à nourrir quelques stéréotypes sur les personnes en situation de handicap. Fin du suspense, je vous livre d'emblée les résultats des recherches. 2 points, ouvrez les guillemets. Les personnes en situation de handicap sont jugées plus agréables, plus courageuses, mais moins compétentes. Lors de la première réunion de travail autour de ce projet, je me souviens qu'une chercheuse a résumé la situation en ces termes. Les personnes en situation de handicap sont vues comme de pauvres petits moineaux. Des stéréotypes, on en a toutes et tous. En général, on perçoit mieux ceux des autres. Alors moi, personnellement, le mot stéréotype, ça me fait penser à des gars qui font des blagues sur les blondes autour d'un barbecue. De mon côté, je préfère m'imaginer tolérante et ouverte d'esprit. Vous aurez sans doute remarqué que ceux qui disent « je suis très ouvert d'esprit » sont souvent les plus pénibles. Bref. Alors, d'après les recherches en psycho, les stéréotypes ont une fonction. Ils visent, je cite, à maintenir et justifier notre structuration sociale. Bref, ils servent à ce que rien ne bouge. Et évidemment, ça a un intérêt parce qu'on ne peut pas se réveiller tous les matins en remettant en question la structuration sociale de notre environnement en buvant son café dans une tasse « j'aime ma maîtresse ». Ça serait épuisant. Ah oui. On a besoin de se dire que l'ordre du monde a un sens. Surtout quand cet ordre du monde sert nos intérêts. Tant que je me raconte que les blondes sont idiotes, je justifie l'écart de salaire avec ma collègue. Et tant que je me raconte que les personnes en situation de handicap sont moins compétentes, je justifie le fait qu'elles n'ont pas accès aux mêmes apprentissages que les autres. Tout va bien. Mon ordre social n'est pas menacé et au passage, je préserve une bonne estime de moi-même. J'ai pas à me retrousser les manches. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les stéréotypes, on les fabrique pas tout seul. Non, on les fabrique à plusieurs, c'est mieux, ça aide à les maintenir bien ensemble. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart de nos perceptions, nos croyances, nos idéaux sont le fruit de notre éducation, notre milieu social, notre endroit culturel. La France est loin d'être un pays inclusif. Le handicap est même la première source de discrimination. Donc, à moins que notre parcours personnel nous ait amené à vivre autre chose, il y a de fortes chances que notre regard sur le handicap soit pétri de clichés. Je crois que c'est l'oncle à mon père ou je ne sais quoi, il avait dit à ma mère, William, de toute façon, il est en situation de handicap, lui, il finira dans un centre, dans un IME, il fera de la pâte à dans un CAT, il fera de la pâte à sel, de la pâte à modeler, ça ira très bien. Donc là, il y a déjà une forme de condescendance. Et moi, tous ces gens-là qui me disent c'est pas possible, t'y arriveras pas, justement, j'ai envie de leur montrer que c'est possible. Mais c'est ça, en fait. Au lieu d'aider les autres, on les enfonce. Alors, la personne que vous venez d'entendre s'appelle William.
C'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un stage d'écriture, qui est en situation de handicap, très exactement, qui est en fauteuil roulant. Et je me souviens très bien le premier jour du stage, quand on s'est rencontrés, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait des blagues sur son handicap. Je crois que c'était pour me mettre à l'aise. Et voilà, le stage s'est super bien passé. William a bien pris soin de moi. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très chouette et puis très apprécié du groupe. En même temps, j'ai aussi réalisé au fur et à mesure des séances que c'était aussi quelqu'un qui avait une très forte exigence vis-à-vis de lui-même. Alors je sais que c'est pas bien de penser comme ça, et j'ai essayé de changer, mais mon handicap, en fait, je le prends un peu comme un échec personnel, du coup, je me sens toujours obligé de faire 2 fois plus que les autres. Et j'ai banalisé le fait que je faisais 2 fois plus que les autres, en fait. Ce qui fait que quand je réussis pas quelque chose, je remets tout en question, tout ce que j'ai fait de bien. Et en fait, ça crée un manque de confiance en moi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à la fois, j'ai 2 sentiments paradoxaux qui se rencontrent. C'est-à-dire que d'un autre côté, je me dis, ouais, je peux tout casser, je peux faire comme les autres. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que je suis vraiment capable ? Est-ce que je peux le faire moi aussi ? Est-ce que je mérite de le faire ? Est-ce que je suis légitime de faire ça ? J'essaie de me battre en me disant, ouais, t'es capable parce que depuis le début, tu fais 2 fois plus que les autres. 2 fois plus que les autres dans ta vie quotidienne, ne serait-ce que pour manger, aller aux toilettes, tu fais toujours 2 fois plus. Donc oui, t'es capable de le faire, t'es un battant. Mais en fait, l'humour que j'utilise, l'autodérision, ça peut marquer aussi un manque de confiance en moi, que j'ai en moi, en fait. L'humour, c'est un peu comme un bouclier, ça me protège. Longtemps, certaines personnes, pas des personnes proches, mais des personnes ont essayé de me faire croire que parce que j'étais en fauteuil roulant, je ferais pas ma vie comme les autres. Je terminerais dans un centre adapté, alors que pas du tout. Moi aussi, je suis capable. Mais bien sûr que tu es capable. Et en même temps, le truc qui est pas simple, c'est que parfois la condescendance peut se transformer en admiration. Au moment où j'écrivais ces lignes, les Jeux paralympiques, donc, venaient de prendre fin et, comme tout le monde, j'ai admiré ces athlètes. À la radio, Teddy Riner et Marie-Josée Pérec les ont encensés. Et au lieu de les remercier de leur bonté, figurez-vous qu'un athlète de basket fauteuil, Sofiane Meyaoui, les a envoyés bouler. Il faut vraiment que tu arrêtes de parler nous de cette manière. Ça ne nous aide pas. On n'est ni à plaindre, ni à valoriser de cette façon. Non mais qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Ça aussi, c'est une phrase qu'on entend souvent. Non mais, je rêve. Teddy Riner lui fait un compliment et le mec, il se fâche. Est-ce qu'on a des compliments de Teddy Riner, nous, peut-être ? Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose. On a fait quelque chose de grandiose, on est tous très contents. Mais alors eux, c'est juste extraordinaire. Nous, on regarde les para-athlètes en disant que ce sont nos héros. Bien sûr. Parce que nous, on sait ce que c'est que de s'entraîner tous les jours. Avec un handicap. Exactement. C'est des super-héros. Donc pour nous, ce sont les Avengers. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'un peu douteux dans ces superlatifs, vous trouvez pas ? Comme les gens qui disent le 8 mars. Les femmes sont extraordinaires. Ça sent un peu l'arnaque, non ? En fait, avec cette admiration encombrante, notre ami Teddy crée une différence entre lui et les athlètes paralympiques, qui, eux, demandent simplement à être considérés comme ses égaux. Or, en créant cette frontière entre eux et lui, même avec des propos positifs, il les met à distance. Et alors, je vous passe les commentaires sur les réseaux sociaux qui montrent mieux que n'importe quelle statistique à quel point la France a des progrès à faire sur l'inclusion.
Peut-être que si nous avions davantage côtoyé des personnes en situation de handicap dans notre scolarité, les choses seraient différentes. Peut-être serions-nous plus à l'aise ou plus justes dans nos réactions. À vrai dire, en y réfléchissant, je pense qu'en réalité, j'ai été scolarisée avec des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers. Mais à mon époque, on les appelait des cancres. On leur renvoyait la responsabilité de leur échec. Je me souviens par exemple d'une copine qui avait d'énormes difficultés de lecture. Aujourd'hui, je réalise qu'elle était dyslexique, mais qu'elle n'a jamais été diagnostiquée. Cela signifie être en échec tout le temps, dès le début des apprentissages, pendant une dizaine d'années. J'imagine que ça abîme un peu. Alors, pour faire face à l'échec, beaucoup de gamins développent des stratégies. Ils ne travaillent pas, ils s'agitent, ou, comme me l'a dit Julia, une collégienne que j'ai interviewée, ils dorment pendant les cours. Est-ce que c'est de la paresse ? Moi, je suis convaincue qu'il existe un élan de vie chez l'enfant, qu'on peut appeler énergie, désir, libido, et que spontanément, l'enfant ne vient pas à l'école pour dormir sur sa table de classe, et il vient pas pour s'extraire, il vient pas pour se faire oublier. L'enfant, il a envie de lien, comme nous tous, de trouver sa place. Alors, évidemment, on peut être en situation de handicap et être une feignasse, ça c'est pas exclu. Et c'est là que l'expertise de l'enseignant va jouer pour distinguer ce qui tient du handicap ou de la mauvaise volonté. Faire la différence entre ce qu'il ne veut pas faire et ce qu'il ne peut pas faire. Trouver le bon endroit de l'exigence est sans doute l'étape la plus fine pour l'enseignant. Essayer de doser les attentes. Et c'est normal d'être exigeant, mais au bon endroit. Alors, comme m'a dit une enseignante de SECPA, c'est pas simple, parce que souvent, ces enfants-là ont une estime d'eux-mêmes complètement bousillée. Alors, elle a appris à travailler autrement, à trouver un chemin vers ses enfants. Elle tâtonne, elle essaie. Montre-moi comment tu te trompes. C'est comme ça qu'on avance. Vous savez, je n'ai jamais vu autant d'affiches de citations feel good que dans la classe de cette enseignante. Par exemple, il a fallu 2000 essais à Edison pour fabriquer son ampoule. Ou la réussite ne se mesure pas à l'argent que vous gagnez, mais à votre capacité à changer la vie des gens. Yes, ça c'était Michelle Obama, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Vous l'avez ? C'est Coco Chanel, ça, non ? C'est qui, t'as dit ? Coco Chanel. Non, c'est Gandhi, j'ai inversé les phrases. Alors, l'obstination est le chemin de la réussite. Charlie Chaplin. Moi, j'en ai une. Vas-y. Les gagnants cherchent des moyens, les perdants des excuses. Macron ? Roosevelt. Ah, ok. Autant pour moi. Je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer. Je change les choses que je ne peux pas accepter. Et ça, c'était Angela Davis. Bah ouais, bien sûr. Elle est trop forte, j'adore Angela Davis. Il faut viser la lune parce qu'au moins, si vous échouez, vous atterrirez dans les étoiles. Oscar Wilde. Yes. Ah, quelqu'un avait la ref. Bravo. Cette personne a gagné un bisou. Alors, Si elle quoi, veut, si elle c'est veut. super bien. Hein. Alors, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Vous voulez savoir de qui c'est ? Mais bien sûr, c'est de Martin Luther King. Alors maintenant, attention, qui est prêt à me donner une phrase qui lui fait du bien, qui la rebooste, qui lui donne le moral quand elle n'a pas le moral ? Oui, ça va venir, attention, le suspense est à son comble. Je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
Tu m'as piqué ma phrase de Mandela qui allait arriver à la fin. Non mais je rêve, je te demanderai plus jamais. Quelqu'un a une phrase? Celle de Confucius que j'adore moi, là. une, ouais, Confucius. J'adore Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, pas par la force, mais par la persévérance. C'est beau ça, non? Ça fait un peu réfléchir, monsieur? Oui, ça fait réfléchir. Eh bien, merci. Allez, j'en ai une. Demain est un autre jour. Ça, c'est ma mère qui me disait sa mère, toujours ça me faisait trop de oui, je sais, je te dis à chaque... Eh ben, n'empêche, ça marchait, ça me, oups là, c'est vrai, demain est un autre jour, c'est imparable en même temps. Mais moi, ça me faisait du bien. Alors, même si elle me l'a spoilé, je vais quand même vous la donner. Il y a l'indétrônable Nelson Mandela. Je n'échoue jamais. I never lose. Soit je gagne, I either win soit j'apprends. or I learn. Vous savez, cette enseignante qui faisait toujours des feel-good citations, eh ben, il y a autre chose qu'elle m'a dit et qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'elle laissait toujours la porte de sa classe ouverte pour que n'importe qui puisse venir jeter un œil, pour que n'importe qui puisse entrer, et parce qu'elle n'avait rien à cacher. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper beau, cette histoire de porte ouverte, cette invitation. Tais-toi et chante. Voilà. À chaque coup. Voilà. Mais j'ai pas le texte. Le polycopier, il est où le polycopier? Voilà. Je sais pas. Non, je sais pas. Bon bah tu reprends ton polycopier, tu prends le polycopier de... Enseigner, c'est expérimenter. L'éducation inclusive fera appel à votre imagination, votre créativité. N'est-ce pas une nouvelle merveilleuse? Vous êtes des expérimentateurs et des expérimentatrices. Alors, d'après les recherches en psycho que j'ai lues, on s'ouvre plus facilement au changement quand on a confiance en soi. Est-ce que les personnes qui ont confiance en elles peuvent lever la main, s'il vous plaît? Ok, merci. Est-ce qu'elles peuvent nous dire comment elles font? Ça s'attrape comment, la confiance en soi? C'est vrai?
Mais vous savez, c'est loin d'être anecdotique, cette histoire de confiance en soi, parce que la peur d'être jugé freine parfois les changements de pratique. Il faut accepter de se remettre en question et c'est super dur. Peut-être accueillir un enseignant spécialisé dans votre classe, qui regarde la façon dont vous travaillez. En général, quand un enseignant accueille quelqu'un pour observer la façon dont il travaille, c'est dans une logique d'évaluation. Et j'ai cru comprendre que les inspecteurs citaient rarement Nelson Mandela. Mais ici, on parle de coopération avec des gens qui enseignent comme vous. Et si vous avez peur du regard de l'autre, rassurez-vous, ce n'est rien à côté de ce que vivent parfois les enfants qui ont des besoins particuliers. Par exemple, un SECPA en langage élève, ça signifie être un abruti, vous le savez comme moi. À vrai dire, le jour où je me suis invitée dans une classe de SECPA pour travailler à ce projet, j'ai vu des gamins plutôt épanouis. Il y avait juste cette adolescente au visage fermé, complètement muette, assise à l'écart des autres. C'était une gamine du collège d'à côté qu'on venait d'orienter là, qui se retrouvait chez les débiles et qui allait devoir porter cette étiquette. La question du harcèlement est revenue plusieurs fois dans les témoignages des enfants. Ce que ces enfants traversent au quotidien est, je crois, bien plus violent que d'accueillir un collègue en classe. Est-ce que pour ces gamins-là, ça vaut pas le coup d'essayer ? Alors, attention, nouveau scoop des recherches en psycho, c'est plus facile de prendre des initiatives quand on se sent soutenu et valorisé. Par sa hiérarchie, ses collègues, les parents de l'enfant. Donc, en gros, vous avez besoin des mêmes choses que vos élèves, vous sentir encouragé dans vos initiatives et savoir que vous avez droit à l'erreur. Edison, l'ampoule, tout ça, vous vous souvenez ? Vous aurez besoin de vous appuyer sur le bilan d'une psy, d'un orthophoniste, de demander conseil à un ou à une enseignante spécialisée, et peut-être de vous former sur les outils adaptés. D'être patient, patiente aussi. Selon les études de psycho, les enseignants pensent qu'il est plus facile d'accompagner un enfant avec un handicap moteur. De même, les difficultés cognitives seraient plus simples à vivre que les troubles du comportement. Les handicaps invisibles sont souvent les plus désarçonnants. J'imagine que vous ne tombez pas de votre chaise en entendant ça. Vous ressentirez le besoin d'être accompagné et c'est tout à fait compréhensible. Pour aider, vous aurez vous-même besoin d'aide. Toi coucou, je t'aime, 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 toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi coucou, je t'aime, je te dis, je t'aime, toi coucou, tu te dis, je t'aime, toi
toi, tu dis toi, coco, je te dis, toi, tu dis toi, coco, tu te dis, toi, tu dis toi, coco, je te dis, toi, tu dis toi, coco, je te dis, toi, tu dis toi, coco, je te dis, toi, tu dis toi, coco. Tu dis, je t'aime, toi, coco, toi, coco. Tu dis, je t'aime, toi, coco, toi, coco. T'es coco, coco, t'es, eh on. T'es coco, coco, t'es. Une des pistes qui s'offre à vous pour aider les élèves, c'est la pédagogie universelle. Alors, la pédagogie universelle est un concept qui nous vient de l'architecture. Ainsi, quand on construit un bâtiment, au lieu de le fabriquer et de réfléchir ensuite à la rampe d'accès, l'idée, c'est de faire d'emblée un accès que tout le monde puisse emprunter. Que la rampe d'accès soit l'entrée principale. Plutôt que de s'adapter au fur et à mesure aux besoins de l'enfant, le principe de cette pédagogie est de proposer dès le départ plusieurs chemins vers l'apprentissage. Ainsi, vous ne vous adaptez pas par à-coups, vous ne compensez pas au fur et à mesure, vous ne fabriquez pas un programme individualisé pour chaque élève. L'idée, ce n'est pas de partir du handicap, mais du besoin de l'enfant. Vous n'allez pas vous transformer en spécialiste de chaque pathologie. Par contre, vous pourrez repérer des difficultés communes à plusieurs élèves, par exemple des difficultés de mémorisation ou de concentration. Ainsi, chaque enfant aura un palier de compétences différent à atteindre, mais le point de départ sera le même. Alors, c'est une pédagogie qui nécessite beaucoup d'observation, parce qu'il faut réussir à cerner le niveau d'autonomie de l'enfant sans le perdre. Ce n'est pas des changements qui représenteront forcément du travail supplémentaire, mais une manière différente de préparer vos cours en amont, de manière à ce que d'emblée, tous les élèves puissent en bénéficier. Vous savez, ce qui est révolutionnaire dans cette démarche, n'ayons pas peur des mots, c'est l'idée d'adaptation. L'école s'adapte désormais aux élèves et non l'inverse. C'est un changement de représentation énorme. Surtout pour les enseignants qui ne sont toujours pas descendus de leur estrade, comme dit une prof. L'idée d'un enseignement magistral, d'un savoir descendant est révolue. Et elle n'est pas révolue parce que le niveau baisse ou parce qu'il faudrait un choc d'autorité. Elle est révolue parce qu'elle ne marche pas. Qu'elle laisse trop d'élèves sur le carreau. Parce qu'elle fabrique trop de reproduction sociale. En fait, l'idée de base de la pédagogie universelle, c'est que chaque classe est forcément hétérogène. Il n'y a pas d'un côté les enfants en situation de handicap et de l'autre les enfants qui roulent tout seuls. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'éducation inclusive, elle concerne bien plus que les enfants en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme d'enfant à besoins particuliers. Parce qu'elle accueille bien plus d'élèves. C'est une définition beaucoup plus large. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation inclusive, elle ne bénéficie pas seulement aux enfants en situation de handicap. Par exemple, ce petit gamin-là qui vient d'arriver en France et qui parle pas encore très bien français, ou à cette petite fille qui est malade et qui doit souvent s'absenter de l'école, ou à celle-ci qui vient d'arriver en France et qui parle pas encore très bien français, à celui-là aussi dont la famille traverse beaucoup de difficultés et
qui du coup a du mal à se concentrer dans sa classe parce que ça prend beaucoup de place dans sa tête. Eh ben, tous ces enfants-là, ils bénéficieront de votre adaptation et ils progresseront. Et les autres élèves, eh ben, ils progresseront aussi parce que c'est prouvé qu'accueillir des enfants à besoins particuliers dans une classe ne fait pas baisser le niveau de la classe. C'est prouvé. Alors, le niveau reste le même ou augmente un peu, mais il ne baisse pas. Par contre, ce qui change, c'est l'atmosphère de la classe. Parce que des gamins qui se sentent efficaces sont plus heureux, plus épanouis. Est-ce que vous savez que quand on demande aux enfants leur plaisir d'aller à l'école, la France est en queue de classement? Franchement, c'est pas la stat la plus triste du monde. Alors, voilà, ça vaut le coup d'essayer pour tous ces enfants-là. Alors, je suis pas en train de dire que la pédagogie universelle, c'est une mallette magique. Évidemment, ça demande des adaptations, ça demande des tâtonnements, mais ça fonctionne, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, peut-être que ça ouvrira un peu plus les élèves à la différence. Et ça en fera peut-être des adultes plus tolérants que nous. Et tu sais, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, ma gamine de 4 ans, en fait, le truc, c'est que elle a beau envoyer du gros love au directeur en fin d'année, la vérité, c'est que la plupart du temps, elle n'a pas envie d'aller à l'école. Et elle n'a pas envie d'aller à l'école parce qu'à l'école, elle joue pas assez, parce qu'elle est trop assise. Des fois, franchement, j'ai le sentiment que c'est comme si à l'école, elle avait pas de corps. Que, tu vois, que si elle pouvait laisser ses jambes à l'entrée en même temps que sa boîte à goûter, en fait, ça arrangerait tout le monde. Ah, tu vas me dire, ok, c'est normal, elle a 4 ans, mais je suis sûre que c'est vrai aussi pour les adolescents et les adolescentes dont on nie le corps. Oui, moi, par exemple, j'ai découvert que j'avais un corps à 18 ans. Quand j'ai commencé à faire du cirque, en fait, et que je suis partie du lycée. Avant, j'avais un cerveau. Et c'est toujours, tu vois, cette bonne vieille division corps-esprit dont on peine à se débarrasser. Le corps vu comme une entrave aux capacités intellectuelles et cognitives. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que moi, j'écris. Je sais bien que des fois, les idées, elles me viennent quand je suis dans mon corps, quand je marche, je sais pas, quand je fais du vélo, et pas forcément quand j'ai les fesses vissées devant mon ordinateur. C'est comme ces enfants qui multiplient les allers-retours dans le salon en faisant des grands moulinets avec les bras pour apprendre les poésies. C'est un peu fatigant, mais c'est comme ça qu'ils font intuitivement et c'est comme ça qu'ils retiennent. Ouais, sauf que devenir élève, c'est devenir assis. Je me souviens, c'est ce qu'on m'a dit quand mon fils est entré en CP et qu'il se levait un peu trop pour aller tailler son crayon. En fait, c'est étrange parce que quand je regarde ce que font mes enfants à l'école, ça ressemble beaucoup à ce que moi-même je faisais quand j'avais leur âge.
Pourtant, en 40 ans, on a quand même fait 2-3 découvertes sur la façon dont le cerveau fonctionne, non? Ah, ouais, tu vas parler de Berthier? Yes. Berthier. Bon. Vous connaissez Jean-Luc? Ouais. Merci. Merci, Non, vous Louise. connaissez pas Jean-Luc? Ah. Berthier. Jean-Luc Berthier. Jean-Luc Berthier est un monsieur qui crée des passerelles entre les avancées des sciences cognitives de l'apprentissage et le terrain de l'école. Alors, c'est quelqu'un, il fait plein de conférences à chaque fois devant des enseignants, des enseignantes, et il commence toutes ses conférences en posant sa question qui tue à lui, qui est « Pensez-vous que la pédagogie actuelle soit adaptée à la façon dont le cerveau fonctionne ?» Non. Merci Louise. La réponse est non. Par exemple, les neurosciences ont démontré qu'être assis sans bouger est la pire posture pour apprendre. Et pourtant, dans la tête de beaucoup, immobilité égale concentration. Alors, en même temps, vous savez comme moi qu'un enfant peut être assis sagement devant vous, vous regarder et être à milieu de ce que vous faites. De même, il peut être en train de faire un truc avec ses mains ou dessiner et être pleinement avec vous. Là, si ça se trouve, vous m'écoutez pas du tout. Vous donnez le change parce que vous êtes poli, mais nous, les adultes, on est habitués à faire semblant, pas vrai? Et vous savez, moi, en fait, personnellement, là, toutes ces histoires, toutes ces prescriptions de corps immobiles, eh ben, moi, ça me rappelle les prescriptions sur l'accouchement. Et l'idée complètement absurde selon laquelle Amandine, tu t'égares, là. Mais non, bah, je m'égare. Oui et non, parce que c'est complètement dingue cette idée d'accoucher assis, allongé. Et parce que, en plus, bah, tout ça, ça révèle d'une même obsession, avoir le contrôle. Et pourquoi l'école change pas? Pourquoi l'école évolue pas dans ses pratiques? Et moi, franchement, ce qui m'a le plus touchée chez ces enseignants qui pratiquaient l'éducation inclusive, eh ben, c'est qu'ils avaient abandonné cette autorité à 2 balles. Ok. Quand j'ai écrit autorité à 2 balles, je me suis dit que là, vous alliez tous vous jeter sur moi. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que les enseignants, bien sûr, ils avaient un cadre, ils étaient respectés, mais ils faisaient confiance à leurs élèves et qui mettaient la relation au cœur des apprentissages. Et ça participait au plaisir de tout le monde d'aller à l'école. Ça bouge. Lentement. Mais ça bouge. Les sensibilités ont évolué. Les mots aussi. On ne parle plus d'intégration, mais d'inclusion. On ne parle plus d'élèves handicapés, mais d'élèves en situation de handicap. Et j'en ai compris le sens que récemment. Je veux dire, j'avais bien compris qu'il était politiquement correct de le dire, mais j'avais pas compris la signification profonde. En situation, ça veut dire que c'est structurel, qu'on peut agir et remédier à cet empêchement, qu'il n'y a pas de fatalité. Est-ce que c'est pas ce qui nous a tellement touchés lors des Jeux Olympiques? Voir ces hommes et ces femmes déjouer la fatalité, briller et écrire un scénario inattendu? C'est ce que vous pouvez faire, vous aussi? Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est intéressant d'essayer. De toute façon, si vous voulez mon avis, la vie est plus intéressante que facile. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'étudiants et d'étudiantes pour faire ce travail. Et j'ai senti de votre part une réelle envie de bien faire, d'être un bon enseignant ou une bonne enseignante. Vous avez le pouvoir d'œuvrer à une société plus humaniste. Désolée si ça vous paraît grandiloquent, mais je le pense vraiment. Moi, ce que je veux, c'est accomplir ma vie. Ça, c'est ce que m'a dit Lucas. C'est un enfant rencontré en SECPA. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement plus vaste et beau d'accomplir sa vie plutôt que de simplement la réussir.
Maintenant, quand on vous posera la question, c'est quoi ton métier? Vous répondrez, moi, j'aide les enfants à s'accomplir. Franchement, c'est trop la classe, non? Alors, évidemment, ce sera plus simple quand il y aura des effectifs réduits, quand il y aura de l'argent, des formations adaptées, du soutien de la hiérarchie, c'est vrai. Et j'espère que ça évoluera dans ce sens. En attendant, ce que disent toutes les familles, c'est que ça dépend des enseignants. Si le dialogue est ouvert, si l'enseignant est motivé, ça avance. Ça n'est pas parfait, mais c'est possible. Chaque enfant a sa place à l'école. Alors j'espère sincèrement que vous ferez partie de ces personnes. Que vous ferez partie de ceux et celles qui laissent leur porte ouverte.